Bonjour chers élèves du lycée Naudier, voici une petite vidéo pour reprendre un point important de notre cours sur l'échantillonnage, à savoir comment à partir d'un échantillon, nous allons tenter de prendre une décision. Alors pour planter le décor, je vais vous raconter une petite histoire d'un élève, Paul, qui un jour, en arrivant au lycée, trouve une pièce par terre de 1 euro. Il décide plutôt de s'amuser avec cette pièce et de la lancer. Il finit par se rendre compte au bout d'un moment qu'il a fait finalement 80 lancers et que sur ces 80 lancers, il a obtenu 32 fois le pile. Et là, il est surpris parce qu'il s'attendait à obtenir quand même quelque chose d'un peu plus équilibré au niveau de la quantité de piles, la quantité de faces. Il n'y aurait pas un problème sur cette pièce. Est-ce que cette pièce ne serait pas truquée ? Voilà tout l'enjeu de ce chapitre. Il est temps de mettre en place quelques notations que nous allons utiliser dans la suite de ce cours. Avec la lettre N, nous désignons la taille de l'échantillon. Ici, le N égale 80. Sur cet échantillon de 80 lancés, nous avons obtenu 32 piles, ce qui permet de calculer ce qu'on appelle la fréquence de pile. Est-ce que pile a été obtenue fréquemment ou pas? La fréquence se note petit f, et pour cet échantillon-là, on a obtenu 32 sur un total de 80. 30 des lancers ont permis d'obtenir le pile. La fréquence de pile, si on change d'échantillon en gardant toujours 80 lancers, cette fréquence de pile ne sera pas toujours la même, elle va ce qu'on appelle fluctuer. Elle fluctuera raisonnablement dans ce qu'on appelle donc un intervalle de fluctuation. Il y a quelques cas qui sont hors intervalle, même si la pièce est bien équilibrée, il y a quelques cas qui sont hors intervalle de fluctuation, et c'est très très rare. Donc nous allons parler maintenant de ce que nous appelons l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Je rappelle que le principe de cet exercice, c'est d'essayer de savoir quoi penser réellement de cette pièce qu'il a trouvée dans la rue. Est-ce qu'elle est truquée ou pas? Et donc pour cela, nous allons partir d'une hypothèse. Tout le principe de ce chapitre-là repose sur le choix d'une hypothèse au départ, et nous essaierons de prendre ensuite une décision en rapport avec cette hypothèse. Que la pièce n'a pas de problème et que la probabilité d'avoir pile avec cette pièce-là, la pièce qu'a trouvée Paul dans la rue, cette probabilité fait bien 0,5. Ce sera notre hypothèse de travail avec laquelle nous allons construire la théorie suivante. Je mets quand même un point d'interrogation puisque nous avons un doute sur cette hypothèse et nous allons essayer de voir avec cette théorie quelle décision nous allons prendre ou pas d'ailleurs concernant cette hypothèse. Donc le problème se résume de la façon suivante. Voici la probabilité théorique. Normalement, sous l'hypothèse que nous venons de faire que la pièce est bien équilibrée, la probabilité d'avoir pile doit être de 0,5. En lançant sa pièce, Paul n'a pas obtenu 0,5. Bon, il s'attendait bien à obtenir éventuellement un petit peu plus ou un petit peu moins, mais il a obtenu 0,4. Donc, il a estimé que c'était quand même assez bas. Je sais d'après mon cours que la fréquence de pile, quand on lance 80 fois la pièce, fluctue autour de 0,5. Donc ce qu'on a appelé, je l'ai cité tout à l'heure, un intervalle de fluctuation. Il y a plusieurs façons de calculer un intervalle de fluctuation. Au niveau de la seconde, vous avez vu une première façon où il est nécessaire de respecter deux conditions pour pouvoir l'utiliser. En première, il n'y aura pas de condition et ce sera une utilisation de la loi binomiale. Et en terminale, un intervalle plus compliqué qui nécessite 3 conditions d'utilisation. Pour que ce cours soit utilisable par tous les élèves du lycée, à condition d'avoir évidemment déjà travaillé la notion d'échantillonnage, je vous propose d'utiliser pour cet exemple l'intervalle de seconde, et également c'est le plus simple à mettre en œuvre. L'intérêt dans cette vidéo pour moi étant d'expliquer surtout le principe de prise de décision à partir d'un échantillon et pas tellement la façon de calculer un intervalle de fluctuation. Donc je choisis de m'appuyer sur le programme de seconde pour calculer notre intervalle et nous allons le faire donc cet exercice en 4 étapes. L'étape numéro 1 consistera à vérifier les deux conditions pour que la théorie qu'on est en train de mettre en œuvre puisse s'utiliser. Une condition d'abord sur la taille de l'échantillon. Une taille trop faible, un échantillon de taille trop faible ne permettrait absolument pas de déduire quelque chose. Si Paul s'était amusé à lancer seulement 10 fois sa pièce de monnaie,
il n'aurait pas pu sentir que peut-être sa pièce pouvait présenter un défaut. Là, nous avons une taille de 80. La condition, c'est d'avoir un nombre de lancers, une taille d'échantillon d'au moins 25. Donc là, c'est largement bon pour pouvoir continuer la théorie. Il y a une deuxième condition qui, cette fois, repose sur la probabilité, tout au moins la probabilité que nous supposons en hypothèse de départ. Absolument, pour pouvoir continuer à appliquer le cours, que la probabilité soit entre 0,2 et 0,8. Normalement, n'importe quelle probabilité est entre 0 et 1. Et là, le principe, c'est qu'il ne faut pas avoir une probabilité trop faible, ni une probabilité trop forte. Maintenant, passer à la deuxième étape, qui consiste, toujours sur l'hypothèse que la pièce serait bien équilibrée, donc 50% de pile, 50% de face, nous calculons l'intervalle de fluctuation de la fréquence, puisque cette fréquence fluctue autour de 0,5. Pour les élèves, quand il s'agira de rédiger, je vous rappelle que nous avons appris un modèle de rédaction dans un échantillon de taille, ici 80. La fréquence de pile a environ 95% de chance, puisque c'est un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. La fréquence de pile a environ 95% de chance d'être dans l'intervalle de fluctuation, moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n. Nous sommes autour de p, à la même distance. Il est raisonnable de fluctuer autour de p, à une distance de part et d'autre de p, qui vaut 1 sur racine de n. Avec deux chiffres significatifs, nous trouvons environ 0,39 pour la borne inférieure, 0,61 pour la borne supérieure. Et nous constatons que la fréquence que nous avions obtenue par cet échantillon, finalement, n'était peut-être pas tant éloignée que ça de la valeur théorique, puisque ça reste dans notre intervalle de fluctuation. C'est assez proche de la borne inférieure, c'est vrai, mais c'est quand même au-delà, et on reste à l'intérieur de ce qu'il est raisonnable d'envisager pour les fluctuations de pile en lançant 80 fois la pièce. Pour n'importe quel échantillon de taille 80, en lançant 80 fois la pièce, la fréquence qu'on obtiendra va fluctuer, et dans presque tous les échantillons, nous serons entre ces deux valeurs, 0,39 et 0,61. Il est possible, ça arrive à peu près dans 5% des échantillons, il est possible qu'on tombe trop bas ou trop haut, mais cela reste rare, encore une fois, seulement pour environ 5% des échantillons. Nous en arrivons maintenant à l'étape 3 de la résolution de ce genre d'exercice, une étape que personnellement je trouve très importante et que malheureusement beaucoup d'entre vous ont tendance à oublier, mais qui consiste à expliquer dans un cadre très très général, indépendamment de l'échantillon qu'il s'agit, d'expliquer quelles règles on va mettre en place pour prendre telle ou telle décision, donc encore une fois dans un contexte très très général. Et on ne pourra se permettre d'utiliser la règle qu'une fois qu'on l'aura clairement exposée à notre correcteur. Donc voici l'étape numéro 3, qui est la plus délicate à comprendre également, énoncé de la règle de décision. Pour énoncer cette règle, je vais réutiliser la lettre F, mais cette fois-ci, F va désigner une fréquence de pile pour n'importe quel échantillon de 80 lancés, pas forcément celui qui a été proposé au départ dans l'exercice. Et donc, nous démarrons en disant, j'appelle F la fréquence de pile, alors je ne vais pas tout écrire, la fréquence de pile dans un échantillon de taille 80. Et nous allons expliquer quelle situation nous pouvons envisager, qu'est-ce qui peut se passer pour la fréquence, et suivant dans la situation dans laquelle on se trouve, qu'est-ce qu'il conviendra de décider par rapport à notre hypothèse de départ. Hypothèse, encore une fois, est-ce que la pièce est bien équilibrée ou pas, est-ce que P fait bien 0,5. Alors, pour une fréquence, en lançant 80 fois une pièce, il peut se passer deux choses. Soit nous tombons hors intervalle de fluctuation, soit nous tombons à l'intérieur. Je vais commencer par le cas le plus facile. La fréquence pour mes 80 lancés, pas dans l'intervalle 0,39, 0,61. Par exemple, imaginons que nous tombions sur 0,38, 0,37, c'est-à-dire qu'on est un tout petit peu plus bas ici. Dans ce cas-là, on va voir ce qu'il conviendra de déduire.
Rappelons que sous l'hypothèse que la pièce est bien équilibrée, dans presque tous les cas, dans environ 95% des cas, la fréquence pour un échantillon de 80 lancés va tomber entre 0,39 et 0,61, va tomber dans cet intervalle de fluctuation. Mais il n'est pas du tout impossible de tomber en dehors. Simplement, c'est très très rare. Et si, avec le contexte de notre exercice, alors ça ne serait pas cet exemple-là, ça serait un exemple où il y aurait un tout petit peu moins de piles. Si dans le contexte de l'exercice, nous tombons hors intervalle de fluctuation, eh bien, il y a deux façons pour essayer de comprendre pourquoi ce phénomène se produit. La première explication pour ce phénomène, ce serait que l'intervalle est le bon, que l'hypothèse de départ était bonne, mais que nous tombons hors intervalle, parce que vraiment, mais alors vraiment, on n'a pas eu de chance, et on est tombé sur les rares 5% d'échantillons qui tombent hors intervalle. Ça existe dans 5% des cas. Et il y aurait une deuxième explication. Cette deuxième explication, vous allez le voir, est un petit peu plus réaliste. La deuxième explication serait qu'en réalité, c'est l'intervalle qui n'est pas correct. Et que si l'intervalle avait été correct, peut-être qu'il aurait été un peu plus décalé, et en se décalant, peut-être qu'il aurait réellement contenu la fréquence de notre échantillon. Qui est la plus réaliste ici, c'est qu'en réalité, notre intervalle n'était pas le bon, et qu'avec le bon intervalle, il n'y aurait pas eu ce problème-là, on serait bien tombé dans l'intervalle de fluctuation. Et donc, à chaque fois qu'on sera dans cette situation-là, on va décider ce qui est le plus réaliste des deux. Le plus probable des deux, c'est que ce soit notre hypothèse de départ qui ne soit pas la bonne. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous tombons hors intervalle de fluctuation, on va plutôt penser que c'est à cause de l'intervalle qui n'était pas le bon. Et donc, dans ce cas-là, on va prendre une décision. Si la fréquence n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, on décide ce qu'on appelle de rejeter l'hypothèse. Alors, seulement, il est important de comprendre qu'en mathématiques, dans ce domaine-là, nous ne prendrons aucune décision si nous ne sommes pas capables d'évaluer le risque de nous tromper. Donc là, ma phrase n'est pas terminée. On décide de rejeter l'hypothèse, mais on va décider ceci à condition de connaître le risque de se tromper. Qu'est-ce que voudrait dire se tromper en rejetant l'hypothèse? Ça voudrait dire qu'on la rejette, mais on se trompe, on n'aurait pas dû la rejeter, on aurait dû l'accepter. Rejeter l'hypothèse ici, ça voudrait dire le P ne fait pas 0,5, donc la pièce est truquée. Si je me trompe en disant que la pièce est truquée, ça voulait dire en réalité qu'elle n'était pas truquée, mais j'étais tombée, pas de chance, sur les fameux 5% qui sortent à intervalle, puisque ça peut quand même arriver, même si c'est rare. Dans ce cas-là, j'ai décidé, parce que là de toute façon je serais incapable de savoir réellement à 100%, je ne pourrais jamais affirmer la pièce est truquée ou la pièce n'est pas truquée. J'essaye de voir ce qu'il est plus réaliste de penser. Si on est hors intervalle de fluctuation, il est plus réaliste de penser que ça vient de la pièce, et que la pièce n'avait pas une proba de 0,5 pour le fait d'avoir pile. On décide de rejeter l'hypothèse, et nous savons que le risque de nous tromper en décidant ceci, on le connaît, il fait 5%. Et voilà pourquoi on précise au seuil de risque de 5%. Donc dans cette situation-là, voilà ce que la règle nous dit de décider. Il convient maintenant d'aborder la situation plus délicate de ce qui se passe, et c'est le cas pour notre exercice ici, puisque finalement, nous tombons à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. Que se passe-t-il quand la fréquence de pile est bien entre 0,39 et 0,61. Pour comprendre cette deuxième étape du raisonnement, quand f est bien dans l'intervalle de fluctuation, j'ai besoin de vous exposer quelques subtilités mathématiques qui utiliseront les mots de propriété contraposée et de propriété réciproque. Alors rassurez-vous, je vais essayer d'exposer les choses très clairement, mais ça va me prendre un petit peu de temps. Et pour faciliter la compréhension, je ferai référence à un domaine qui en général est un petit peu mieux connu que le domaine de l'échantillonnage, à savoir la géométrie de collège, avec une figure particulièrement travaillée depuis la 6e, le losange, qui a, je le rappelle, les 4 côtés égaux, ça c'est la définition du losange. Rappelons aussi que les diagonales ont des propriétés très spécifiques, elles se coupent en leur milieu, comme pour n'importe quel parallélogramme, le losange étant un parallélogramme particulier, et très important également, elles sont perpendiculaires. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, c'est surtout pour vous exposer la notion de réciproque et de contraposé. Alors revenons déjà au
principe de notre exercice. Nous étions partis de l'hypothèse que la pièce était bien équilibrée, et sous cette hypothèse-là, si P fait bien 0,5, on en déduit que la fréquence est dans l'intervalle de fluctuation. Alors avec une petite subtilité, c'est que ça arrive dans presque tous les cas, dans environ 95% des cas, mais voilà le principe de cette propriété. Voici une propriété qui est vraie. Et tout à l'heure, nous avons utilisé ce qu'on appelle la propriété, la contraposée de cette propriété. C'est-à-dire que la négation implique la négation. Plus précisément ici, nous avons utilisé le fait que si f n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, on pourra en déduire que P ne peut pas faire 0,5. Parce que si P faisait 0,5, on aurait été dans l'intervalle de fluctuation. Si je parle du losange, supposons au départ qu'on ait bien un losange, à ce moment-là, je peux en déduire que j'aurai les diagonales perpendiculaires. Si j'ai un losange, alors j'ai les diagonales perpendiculaires. Cette phrase est vraie. Et du coup, la contraposée automatiquement est vraie. Si je n'ai pas les diagonales perpendiculaires, alors je ne peux pas avoir un losange. La réciproque est vraie. Est-ce qu'en ayant les diagonales perpendiculaires, est-ce qu'automatiquement j'ai un losange? Eh bien non, parce qu'il manque le fait que les diagonales se coupent en leur milieu. Si je prends des diagonales perpendiculaires, mais si c'est ma seule condition, je n'ai pas forcément un losange avec ceci. Donc voici une propriété sur le losange qui est vraie. Si j'ai un losange, alors les diagonales sont perpendiculaires. La contraposée est vraie également, et par contre la réciproque ne l'est pas. Nous allons avoir la même difficulté avec le principe de la phrase qui est pour l'échantillonnage, c'est-à-dire que sous l'hypothèse que la pièce est bien équilibrée, que P fait bien 0,5, alors dans presque tous les échantillons, la fréquence sera dans l'intervalle. Par contre, la réciproque est fausse. Si f est dans l'intervalle de fluctuation, ce qui est le cas pour ce que je suis en train d'envisager actuellement pour le deuxième cas d'étude, quand f est bien dans l'intervalle de fluctuation, malheureusement, je ne peux rien en déduire. Et c'est là où malheureusement aussi, dans énormément de vidéos et dans presque tous vos manuels, vous avez des erreurs dans les formulations, parce que souvent, ils vont vous dire on accepte l'hypothèse, et ça, mathématiquement, c'est faux. Vous ne pouvez pas accepter l'hypothèse, puisque partant du fait qu'on est bien dans l'intervalle de fluctuation, on n'a pas le droit d'en déduire, la réciproque n'est pas vraie, on n'a pas le droit d'en déduire qu'on obtient une probabilité de 0,5 et donc une pièce bien équilibrée. Voici donc ce qu'il conviendra d'écrire et de faire au niveau de la rédaction quand vous serez en train d'expliquer toujours dans l'étape 3 énoncé de la règle de décision, quand vous envisagerez le cas où la fréquence appartient bien à l'intervalle de fluctuation. Donc encore une fois, certains auraient envie de dire on accepte l'hypothèse. J'espère que vous avez senti qu'il y avait un souci à accepter l'hypothèse, déjà parce qu'au niveau raisonnement mathématique, rien ne permet de passer de f appartient à l'intervalle à on ne peut rien en déduire. Le deuxième souci également, c'est que, après tout, pourquoi pas accepter l'hypothèse et se dire que si on est bien dans l'intervalle, c'est que on a très envie de dire que tout va bien, la pièce est bien équilibrée. Le problème, c'est que décider quelque chose en mathématiques, que ce soit d'accepter ou de rejeter l'hypothèse, ça ne peut se faire que si vous connaissez, vous êtes capable de calculer le risque de se tromper. Quand on a envisagé tout à l'heure le cas où la fréquence n'est pas dans l'intervalle, on a réellement décidé de rejeter l'hypothèse, on sait qu'on peut se tromper, mais on sait aussi que le pourcentage d'erreur dans cette situation-là est de 5%, on le connaît. Alors que si dans cette situation, vous décidez d'accepter l'hypothèse, le seuil de risque, il ne vaut pas 5%. Les 5% ne sont pas liés au fait d'accepter l'hypothèse et de se tromper. Ils sont liés au fait de rejeter l'hypothèse et de se tromper en la rejetant. Voilà pourquoi, dans la deuxième situation où la fréquence est bien dans l'intervalle, eh bien, on ne peut rien décider, on ne peut rien en déduire. La seule chose qu'on peut dire, on ne pourra pas dire on accepte l'hypothèse, à cause de ce que je viens de vous exposer, mais on ne va pas pour autant la rejeter. Il n'y a aucune raison ni de l'accepter ni de la rejeter. Donc en général, voilà le genre de choses que l'on écrit. Si f appartient à l'intervalle de fluctuation, on ne rejette pas l'hypothèse. On ne va pas l'accepter non plus. On ne rejette pas l'hypothèse. Et il est inutile, dans ce cas-là, de préciser un seuil de risque. Il n'y a pas de seuil de risque à indiquer, puisque de toute façon, vous ne prenez pas de décision. Donc comme on ne décide de rien,
on n'a pas besoin de quantifier le risque de se tromper, on ne prend pas de décision, on ne va pas se tromper. Donc là, c'est juste une formulation qui fait qu'on ne s'engage pas, on ne prend aucune décision dans ce contexte-là. Nous en arrivons maintenant à appliquer cette règle avec l'exercice. Vous constaterez que dans toute l'étape 3, ce sont des généralités et je n'ai absolument pas utilisé l'échantillon qui avait été proposé au départ. Ce n'est qu'à l'étape 4 où je vais revenir à l'échantillon de Paul qui s'ennuyait et qui a pris le temps de lancer 80 fois sa pièce. Application de la règle dans la 4e étape. Dans l'application, il convient de revenir à l'échantillon proposé, donc 40%, 0,4. Nous sommes bien dans l'intervalle de fluctuation, 0,39, 0,61. Ça veut dire que nous allons appliquer le deuxième point, et ne rejette pas l'hypothèse, je ne l'écris pas, et à cette étape-là, il est quand même appréciable, excusez-moi, voilà, à cette étape-là, il est appréciable de montrer au correcteur que nous sommes capables de, pas seulement de restituer un cours, ça peut laisser entendre que l'on a compris son cours, mais ça peut aussi laisser entendre qu'on s'est contenté de l'apprendre par cœur. Donc il est judicieux de faire ensuite un lien, un retour au problème concret. Je rappelle que la question c'était est-ce que la pièce nous semble truquée, est-ce qu'elle nous semble bien équilibrée, qu'est-ce que nous allons décider ici? Eh bien, comme on ne rejette pas l'hypothèse, on ne va pas rejeter le fait qu'elle soit bien équilibrée, mais on ne se permet pas non plus de dire qu'elle est bien équilibrée, puisqu'on va faire une formulation où on ne se mouille pas, où on ne prend pas réellement de décision, du genre rien ne permet de penser que la pièce est truquée. Donc il n'y a rien qui nous permet de douter de la qualité de la pièce, mais on ne se permet pas non plus d'accepter l'hypothèse. Terminé, j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre le contenu mathématique théorique du cours qui est caché derrière, sachant que le résumé, ce qu'il faut vraiment connaître, est à peu près contenu sur cette feuille, à part un manque de rédaction ici parce que je n'avais pas assez de place, mais je vous l'ai donné oralement. Et puis pour les subtilités mathématiques, j'espère qu'un maximum d'entre vous ont compris les fondements mathématiques qui sont cachés derrière, mais l'essentiel ensuite sera de savoir restituer ce modèle. Voilà.